Edith Rayeb, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Humanité. Vous êtes économiste, mais aussi un observateur attentif de la vie économique, sociale, politique tunisienne. Très récemment, il y a quelques jours, Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a mis en garde la Tunisie et elle a exprimé son mécontentement face à la lenteur des réformes dans ce pays. Que signifie cette mise en garde ? Bonjour Rosa. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Tunisie est suivie de près par le Fonds monétaire international, et ce depuis sa révolution, puisque la Tunisie traverse aussi une situation économique relativement chaotique qui a amené le Fonds monétaire international ainsi que d'autres institutions financières internationales comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement d'appuyer un peu la transition de ce pays. Et il se trouve que cela fait maintenant 6 ans et qu'un certain nombre de réformes pressenties comme urgentes ne sont pas à l'ordre du jour du 6e gouvernement. Et donc on a une certaine impatience de la part du Fonds monétaire international. Cela étant, la probabilité qu'il fasse retarder le 2e ou le 3e paiement d'un montant de 350 millions de dollars me paraît peu probable. Donc il y a effectivement un peu de mécontentement, mais ces derniers jours, il y a eu le vote de la loi sur l'investissement, qui était une loi demandée par le Fonds monétaire international, et peut-être que vous souhaiterez que j'y revienne. On y reviendra tout à l'heure, mais les promesses qui avaient été faites, notamment par le G20 de Deauville pour appuyer la transition dans les pays du printemps arabe, n'ont jamais été honorées. Et finalement, la Tunisie a dû recourir à l'endettement pour traverser cette période effectivement chaotique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le pays est pris au piège de la dette extérieure ? Oui, tout à fait. Les remous, les soubresauts divers et multiples qui font suite à 23 ans, 25 ans de dictature étaient inévitables et qu'il fallait donc, je dirais, accompagner un peu plus sérieusement cette révolution, et il n'en a rien été. Donc toute une équipe est allée à Deauville exposer les difficultés de ce pays, donc ça n'a été suivi d'aucun effet notable, si ce n'est la reconduite d'aides classiques qui venaient déjà du temps de la dictature de Ben Ali. Parmi les exigences posées par le FMI pour prêter de l'argent à la Tunisie, il y a toute une série de mesures d'austérité, le gel des salaires des fonctionnaires, la réduction du nombre de fonctionnaires et puis des mesures sociales finalement assez dures. Quelles pourraient être les conséquences sociales de ces mesures si elles étaient effectivement appliquées dans un pays qui reste extrêmement fragile sur le plan social ? Je pense que les gouvernements successifs ont tenté de réduire un peu ce poids croissant des problèmes sociaux qui émergent les uns après les autres. Nous avons découvert d'une certaine manière qu'un très grand nombre de gens qui travaillaient pour la fonction publique n'avaient aucun contrat. Il a donc fallu titulariser des gens qui avaient 25 ans de présence dans différents secteurs, dans différents éléments du secteur public, et qui fait que la titularisation a effectivement coûté relativement cher. Il a fallu intégrer tous ces gens. Donc revenir en arrière va être relativement compliqué. Ce qui est souhaitable, c'est plutôt d'inverser le cheminement et de tenter de relancer la machine économique pour atteindre un plus grand niveau de distribution de revenus, de manière à réduire le poids de la masse salariale dans la fonction publique.
À l'automne 2016, la Tunisie organisait un forum des investissements en appelant les amis de la Tunisie à investir dans ce pays. Vous avez évoqué la loi sur l'investissement qui facilite, en fait, qui offre toute une série de conditions très favorables aux entrepreneurs pour investir en Tunisie. Est-ce que ces orientations qui restent quand même marquées par le sceau du libéralisme, elles se traduisent en Tunisie par des investissements créateurs d'emplois ? Non, je pense très honnêtement que cette conférence était, je dirais, plus pour la galerie, une sorte de buzz événementiel où plein de gens sont venus se montrer en Tunisie, mais sans réelle consistance et sans suite véritable. La grande difficulté, c'est qu'une grande partie des dirigeants actuels de la Tunisie qui occupent des postes à des degrés divers dans l'État, qu'ils soient au gouvernement ou dans les administrations, pensent que le pays peut se redresser uniquement par ce qu'on appelle l'initiative privée, c'est-à-dire l'investissement privé. Or, historiquement, on l'observe depuis la création de ce nouvel État, ou en tout cas de cet État indépendant, le privé n'est pas en mesure de relever les défis considérables qui se posent à ce pays s'il n'est pas précédé et accompagné de manière puissante par l'État. Autrement dit, cette économie tunisienne, relativement jeune et fragile encore, même si elle a dépassé le stade de la pauvreté, on va dire, reste quand même un pays qui a besoin de marcher sur ses deux jambes. Alors justement, le miracle économique dont se félicitaient les institutions financières internationales à l'époque de Ben Ali, il est apparu pour ce qu'il était, c'est-à-dire un mirage économique. Aujourd'hui, la Tunisie, elle n'a pas de ressources qui pourraient lui procurer une rente, comme c'est le cas de l'Algérie ou de la Libye avec les hydrocarbures. Sur quoi la Tunisie peut aujourd'hui s'appuyer pour bâtir un nouveau modèle économique ? La Tunisie a quelques ressources, notamment son phosphate, qui lui permet malgré tout de fournir des recettes conséquentes pour l'État. Ne perdons pas de vue que la Tunisie, c'est quand même que 11 millions d'habitants, et donc il n'y a pas une très très grande difficulté à, en principe, gouverner un pays de cette taille-là. Il y a aussi, malgré tout, un bon niveau culturel qui permet à ce pays d'avoir pu développer un début de filière textile, un début d'industrie mécanique et électrique, de manière relativement conséquente si on la compare effectivement aux voisins que vous venez d'évoquer. Sur ce terrain-là, est-ce que la Tunisie, à son tour, subit les délocalisations ? On parle de centres d'appel qui sont maintenant transférés à Madagascar ou d'une partie de l'industrie textile qui part vers l'Asie. Est-ce qu'à son tour, le pays subit ce phénomène des délocalisations ? Vous voulez dire des délocalisations de la Tunisie vers d'autres pays ? Exactement. Moyennement. L'effet n'est pas important. Il ne faut pas perdre de vue que quand même le rapport de coût salarial moyen est encore de 1 à 5 avec la France. Donc la Tunisie constitue encore un vivier important, d'autant que très souvent dans les centres d'appel, on peut trouver des jeunes qui parlent sans accent, ce qui est un avantage considérable pour ceux qui viennent se positionner en Tunisie. Un des symptômes de la crise économique, c'est le dinar qui file à la baisse. Quelles sont les raisons et aussi les conséquences de cette dépréciation très rapide de la monnaie tunisienne ? Le paradoxe de cette révolution, c'est que les différents gouvernements qui se sont suivis n'ont touché à rien.
autant dire qu'ils ont géré un véhicule économique qui commençait à prendre l'eau d'un peu partout et qui commençait à avoir d'énormes difficultés. Un modèle de développement complètement essoufflé. Je veux dire par là que, au lieu de tenter de freiner les importations, le pays a ouvert grandes les portes à des produits qui sont arrivés de manière très rapide et qui ont chamboulé un petit peu, je dirais, les équilibres déjà précaires du commerce extérieur. J'en veux pour preuve les quantités énormes de produits qui viennent de Turquie ou de Chine, qui ont envahi les bazars et les différents marchés. Donc on est là face à une situation compliquée où il aurait été plus logique, de demander de freiner un peu ces consommations et peut-être aussi mettre un frein aux consommations ostentatoires, comme avoir des véhicules de 20 ou 30 chevaux, comme on en voit en Tunisie, qui sont extrêmement devisivores, on va dire, qui mangent de la devise de manière importante. Et donc dans la foulée, bien entendu, un déséquilibre commercial qui se traduit inévitablement par une dépréciation monétaire rampante, sans qu'elle soit forcément perceptible, sauf à des moments d'accélération qu'elle peut avoir. Et là, on a quand même des conséquences sur le pouvoir d'achat des Tunisiens de cette dépréciation du dinar, quand même. Tout à fait. Les salaires courent derrière cette inflation importée, puisque lorsque le dinar baisse, les produits importés augmentent, et donc on a régulièrement des revendications d'augmentation de salaire. La dernière en date ayant été signée il y a quelques jours entre le patronat et le syndicat, autour de 5,6 ou 5,7% d'augmentation de l'ensemble des salaires du secteur privé. Donc on a une situation qui est un petit peu difficile, en ce sens que il eût été plus cohérent, plus rationnel de réduire un peu cette importation en y mettant les bornes nécessaires Donc on est vraiment dans une situation un peu complexe. Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, vient tout juste d'entamer un périple africain, placé sous le signe des coopérations économiques. Il espère pouvoir trouver des débouchés à l'exportation de produits tunisiens. Est-ce que la Tunisie doit se tourner vers son continent plutôt que vers l'Europe ou le Moyen-Orient pour espérer développer son économie ? Je crois qu'historiquement, les relations entre la Tunisie et les pays d'Afrique subsaharienne, notamment, ont été bons d'une manière générale. Et pour avoir été moi-même dans ces pays, on peut considérer que une grande partie des élites, y compris de ces pays, voient avec une certaine envie ce que a pu réaliser la Tunisie. Donc on y est accueilli de manière très chaleureuse, mais je crois que là aussi c'est un problème qui s'est posé relativement tôt, puisque j'évoquais déjà dans les années 80 la nécessité de travailler en vol de canard, c'est-à-dire d'aller en Afrique subsaharienne, non pas individuellement et chacun pour soi, mais de manière coordonnée, comme l'ont fait un peu plus tard les Marocains. Puisqu'on voit bien que les Marocains ont une réelle stratégie qui consiste à mettre en avant sa compagnie aérienne, ses 2 ou 3 banques nationales, et arrive derrière un certain nombre de gens qui peuvent déployer des solutions dans ces pays, puisqu'aujourd'hui, maintenant, les Marocains sont très présents dans le BTP, dans la mécanique, dans toutes sortes d'activités tout le long de cette Afrique, on va dire, principalement
occidentale. Ça veut dire que Tunis pourrait par exemple devenir une sorte de hub vers l'ensemble du continent? Oui, je crois que la Tunisie est en mesure aussi de développer ses propres activités de partenariat avec ces pays. Je vois que ces jours-ci, des systèmes d'assurance ont été mis en place en Guinée-Conakry, que des questions de traitement des eaux sont en cours au Niger, que moi-même j'ai fait une mission sur des problèmes de fiscalité publique. Donc il y a effectivement comment dirais-je, des axes de coopération relativement nombreux. On va venir maintenant sur le terrain politique. Cette incertitude économique, elle a des conséquences sur le paysage politique tunisien qui est extrêmement mouvant depuis 2011 et la chute de la dictature de Ben Ali. Et l'épisode le plus récent de ces recompositions, c'est ce camp libéral qui se réorganise un peu autour de l'ancien Premier ministre Mehdi Djoma qui vient de lancer sa propre formation politique. Est-ce que c'est le symptôme d'une contre-offensive finalement du camp libéral ? Je crois que le camp libéral est fort depuis le départ. Je pense qu'il se fait quelques illusions quant à l'efficacité des mesures qu'il pourrait prendre, mais il est vrai qu'il réunit plutôt comme une forme de repoussoir les gens qui craignent le développement des islamistes et le fait que ces islamistes pourraient venir aujourd'hui modifier considérablement les équilibres déjà précaires qui existent dans le champ politique. Donc je pense que des libéraux s'organisent, on sent que il y a des espèces de tours d'observation, puisqu'il y a des élections en fin d'année, et donc différentes sous-familles tentent de s'organiser, puisque on a, je dirais, la famille principale autour de Nider, et puis on a comme ça des variantes qui essayent de se constituer. Mais finalement, on a beau chercher, il y a assez peu de différences entre elles. Alors justement, quel bilan vous tirez de la présidence de Béji Caïd Sebsi, le président tunisien qui est une sorte de vétéran du bourguibisme, on pourrait dire, et de sa formation Nida Tounes? Ils sont arrivés au pouvoir en se posant comme une sorte d'alternative aux islamistes d'Ennahda qui avaient pris la tête de la Troïka au lendemain de la Révolution. Est-ce qu'ils ont incarné cette alternative finalement au camp islamiste ? Je crois que Béji Caïd Sebsi, compte tenu de sa manière d'être, a fait illusion. Effectivement, je crois qu'il a su adopter un langage qui était relativement familier aux gens, mais assez largement usurpé malgré tout, puisque, à la différence de la personne qui semblait l'inspirer, à savoir Bourguiba, il n'a rien de la vision de Bourguiba, il n'a rien de la méthode de Bourguiba qui passait son temps à faire de la pédagogie, alors que ce monsieur se contente de faire quelques reportages avec quelques journalistes. Donc il a effectivement réussi à fédérer autour de lui toutes sortes de familles politiques pour pouvoir a priori faire face aux dangers islamistes, mais dès les élections passées, il a trouvé moyen de faire alliance avec eux. En fait, pour, je crois, peut-être, mais là on pourrait la fouiller cette question, c'est une hypothèse forte que je fais, c'est pour sauver ce qu'il y avait à sauver. Autrement dit, un système économique en bout de course, mais qui assurait des privilèges, des rentes à toutes sortes de gens. En face, la gauche tunisienne est culturellement
influente, mais politiquement très éclatée. À quelles conditions elle peut demain offrir une alternative aux Tunisiens ? Je crois qu'elle a besoin déjà de se parler. Ce qui n'est pas franchement le cas. Nous avons dans cette gauche des bastions qui sont connus, qui sont à la fois dans le milieu universitaire, dans les différentes sections syndicales. Donc il y a effectivement un nombre de gens qui peuvent se réorganiser, mais on a aujourd'hui deux familles qui ont beaucoup de mal à se parler. Une famille qu'on pourrait qualifier de comme ça, avec des... faut quand même faire attention parce qu'on ne peut pas transposer la terminologie française dans un contexte tunisien relativement différent, mais on pourrait dire une famille social-démocrate et puis une famille plus radicale. Et pour des raisons historiques, ces deux familles ont une extrême difficulté à se parler. Et donc on en est un peu là. C'est tout à fait dommageable pour les luttes, pour les gens qui essayent de trouver une alternative. Et effectivement, cette gauche qui n'est pas recomposée, qui peut se recomposer, qui peut se refonder, a aujourd'hui un peu de mal à produire un discours alternatif et un projet différent de ce qu'offrent, je dirais, les différentes tendances droitières. Une toute dernière question. On vient d'apprendre que les élections municipales qui ont été maintes fois ajournées depuis 2011 vont se tenir le 17 décembre 2017. Quels sont les enjeux de ces élections locales ? J'avoue que j'ai beaucoup de mal et je suis un des rares à avoir dit que c'était précipité de faire des élections locales pour la simple et unique raison, c'est que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Je m'explique. De multiples rapports font des analyses des structures régionales et locales et sur les quelques 290 ou un peu plus localités, il y en a près de la moitié qui sont en faillite. Et d'ailleurs, quand vous vous promenez, dans des villes intermédiaires, on va donner quelques noms, par exemple Nabeul ou Mehdia, ce sont des villes aujourd'hui qui n'ont absolument aucun moyen de dépasser juste le ramassage des ordures et le paiement de l'électricité de la localité. Et quand on questionne les gens qui sont actuellement délégués à la gestion de ces petites municipalités, voire moyennes municipalités, elles disent on est là pour s'occuper du plan de circulation et de la largeur des trottoirs. Donc on comprend bien que aujourd'hui on va organiser donc des élections dans 290 localités ou un peu plus. On va donc avoir des élus municipaux, mais qui vont travailler sur quoi ? Compte tenu du fait qu'aujourd'hui il n'existe aucune fiscalité locale. Donc on a vraiment mis la charrue avant les bœufs, et c'est peut-être de nouveau une nouvelle source de conflit entre, je dirais, les localités et le gouvernement central. Merci beaucoup, Edis Rayeb. Je vous en prie, merci.